Mehmet Inan, ingénieur. J'étudie les attentats du 11 septembre depuis fin 2002, soit plus de 15 ans. À la fin de cette vidéo, vous aussi, vous aurez compris comment ces attentats ont été faits. Pour plus de détails, voir les vidéos déjà listées sur mon site web www.peace911.org. D'après la théorie officielle, ce sont 4 équipes de 19 terroristes suicides musulmans qui ont détourné les 4 avions et les ont crashés contre des bâtiments et au sol. Et ils ont utilisé des cutters pour détourner les avions. Et comme preuve, la version officielle a les appels téléphoniques. Certains passagers ont appelé leurs proches avec leur GSM à partir d'avions situés à 10 000 mètres d'altitude. À ces altitudes, il n'y a pas de réseau GSM, donc impossible de faire ces appels. Ces appels ont dû être faits via Internet ou connexion réseau spécialisée en subtilisant le numéro de téléphone des passagers. Et il fallait aussi un logiciel de changement de voix pour synthétiser les voix des passagers sur base de leur voix enregistrée quelques jours avant. Et des étudiants de théâtre ont pu tenir des conversations courtes avec les familles. Puis il y a aussi le manuel de vol en langue arabe qui a été retrouvé dans une voiture garée dans le parking de l'aéroport de Boston. C'est vraiment insignifiant, ce n'est pas du tout une preuve de l'implication et des attentats. Puis il y a aussi le passeport d'un des terroristes qui a échappé l'impact des avions avec la tour et retrouvé quelques rues des tours à moitié brûlées. Ça c'est le passeport. Évidemment, ce passeport entier est trop suspect parce qu'il est clairement visible qu'il a été brûlé intentionnellement d'une manière contrôlée. Alors dans le procès de Moussavi, pour ne pas avoir de doute là-dessus, ils ont montré ces 2 feuilles. Cette feuille qui est vue de 2 côtés comme preuve. Vraiment, c'est à rire très loin d'être une preuve en fait. Il a aussi été reporté que certains terroristes auraient débuté des cours de pilotage en disant qu'ils voulaient juste piloter, sans décoller ni atterrir. C'est tellement ridicule et très loin des attentats. Qu'en est-il de Ben Laden? Le premier jour des attentats, Ben Laden a déclaré qu'il n'avait rien à voir, et c'est le seul témoignage qu'il a sans être menacé de mort par l'armada américaine. Et ensuite, les Américains ont montré cette cassette, duquel ils ont montré cette personne comme étant Ben Laden. Et quand on regarde de près, en fait, c'est pas Ben Laden. Évidemment, il a la barbe et le képi comme Ben Laden, mais ce n'est pas lui, en fait. Et puis, Ben Laden apparaît en 2004, 2 jours avant les élections, et permet la réélection de Bush. Et puis en 2007, il rajeunit. Et puis en 2011, il est tué, sans être entendu par un juge. En fait, toutes les preuves officielles sont risibles. Et ces attentats ont fait basculer le monde entier dans la guerre et la terreur. Nous avons aussi les théories du complot. Une d'entre elles nous dit que les 3 premiers avions qui ont été filmés auraient eu des doubles qui ont frappé leur cible. Et les vrais avions ont atterri dans une base militaire et tous les passagers regroupés dans le 4e avion qui a été abattu pour faire disparaître les corps. Évidemment, c'est complètement faux. Il y a le temps nécessaire pour réaliser cela et les passagers ne se laisseront jamais faire. La plus grande théorie de complot, c'est celle de métal fondu et la démolition des tours avec du thermite. D'après des témoignages, 3 semaines après les attentats, du métal fondu aurait été retrouvé sous les ruines. Cela serait dû à l'utilisation de produits pouvant faire fondre le métal appelé thermite ou nanothermite pour faire mieux. Vu que c'est une réaction thermique, la propagation de la chaleur est lente, donc impossible de démolir les tours en moins de 15 secondes comme cela s'est passé. Donc cette théorie est à oublier depuis ses débuts en 2006. Alors les preuves utilisées pour cette théorie, c'est cette photo que vous voyez ici qui est un photomontage. Puis nous avons ici une image d'une vidéo, c'est aussi une vidéomontage. Cela montrerait que c'est du métal fondu ou du thermite qui colle. Et nous avons aussi cette colonne qui est coupée en onglet, qui est aussi un photomontage ajouté à de la tromperie, parce que cette colonne, il est clairement visible qu'il a été coupé avec du chalumeau durant la période de nettoyage de la zone. Et voici la preuve, la personne qui est en train de couper à onglet une colonne similaire. Et alors, cette zone de travail ici, en fait, la blancheur ici est montrée comme étant du métal fondu. En réalité, c'est juste une torche électrique qui éclaire la zone de travail des pompiers. Les tromperies utilisées pour cette théorie sont de cette allure-là. Alors, il y a aussi le groupe des architectes et ingénieurs pour la vérité du 11 septembre. Ils se focalisent sur la tour 7 qui s'est effondrée l'après-midi sans raison. Ils prétendent que cela a été fait avec du thermite. Bien sûr, c'est une démolition contrôlée. On voit que la façade s'est effondrée sur le bâtiment elle-même comme une démolition contrôlée. Et tous les autres paramètres le prouvent aussi. Mais cela n'a rien à voir avec du thermite. Cela pourrait être fait avec des explosifs traditionnels. Il y a aussi le docteur Judy Wood. Elle prétend que les tours jumelles auraient été démolies et écrasées par un rayon d'énergie émis du ciel. Une autre de ses prétentions, c'est que le métal des tours aurait été converti en poussière par un miracle scientifique. Enfin, le ridicule ne tue pas.
Un ancien expert nucléaire russe prétend que les tours ont été démolies par une petite bombe nucléaire qui était placée 150 mètres sous le sol des tours. L'absurdité n'a pas de limite en fait. Et ce ne sont pas les théories farfelues qui mentent. Certains prétendent qu'il n'y avait pas d'avions qui ont frappé les tours. Toutes les images étaient des images faites par ordinateur. D'autres prétendent que c'est un missile qui a frappé le Pentagone. Pour d'autres, c'est un Global Hawk, un drone Global Hawk qui aurait frappé. Et encore pour d'autres, c'est un avion A3 Sky Warrior, un avion militaire. En réalité, toutes ces théories ont le but de créer de la confusion et discréditer toute critique de la version officielle. Mais pourquoi des gens s'impliquent dans ces attentats et propagent de fausses théories? La seule explication possible, il y en a peut-être deux, il y a l'ego, mais pas aller jusque-là à s'impliquer dans des attentats pareils. La seule qui reste réellement est que ces personnes sont complices avec les vrais auteurs et que leur but est de créer de la confusion, que personne n'y comprenne rien et que la vérité soit cachée comme une aiguille dans une botte de foin. Ces personnes qui ont inventé et propagé de fausses théories devraient être amenées devant la justice et jugées pour complicité avec les vrais auteurs de ces attentats. Bref, cessons d'analyser toutes ces théories, ce n'est qu'une perte de temps. Mais quelle est la réalité? Le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin est assassiné par un extrémiste juif en pleine négociation de paix avec les Palestiniens. C'est le début de la fin des pourparlers de paix. Shimon Peres le remplace pour quelques mois, et aux élections de juin 1996, la droite de Likoud est vainqueur. Le camp du meurtrier gagne les élections. La société israélienne bénit le meurtrier de Rabin. Benjamin Netanyahou est élu Premier ministre. Il le restera jusqu'en juillet 1999. La paix, il n'en voulait pas. Il n'en veut toujours pas aujourd'hui. Mais il y avait une opinion publique mondiale positive sur les Palestiniens qui s'étaient assis à table des négociations. Il fallait d'abord changer cela. Et donc, dès son arrivée au pouvoir, il enclenche la machine de stratégie guerrière. Et changer cela passe par la réalisation d'attentats attribués à des arabo-musulmans. Et donc, une année passe pour décider ce qu'il faut faire. Ce qui nous amène en juin 1997, et il fait créer le PNAC par deux de ses amis. Donc le groupe décideur qui a ordonné de faire les attentats du 11 septembre est donc le premier gouvernement de Netanyahou, et donc Netanyahou en personne. Donc ce PNAC est l'équipe de design de ces projets. Il s'appelle Project for the New American Century. C'est un think tank néoconservateur américain, une véritable association avec des bureaux, des secrétaires, des membres, des réunions, de la stratégie, de l'influence, du lobbying. Ils ont eu leur bureau à quelques rues de la Maison-Blanche. Ça, c'est la Maison-Blanche. Et là, c'est la rue. Dans les membres, on retrouve tous les gros bonnets de l'équipe Bush, dont Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Libby, etc. Le groupe est fondé en 1997 par William Kristol et Robert Kagan. La cessation d'activité est en 2006. Leur existence couvre parfaitement les attentats, quelques années avant pour les préparer, quelques années pour suivre les conséquences. Leur but affiché est le renforcement de l'armée américaine. Ils publient en septembre 2000 un document principal représentant le développement à faire pour reconstruire la défense des États-Unis. Ce document contient le passage suivant. De plus, le processus de transformation, même s'il apporte un changement révolutionnaire, sera probablement long en l'absence d'un événement catastrophique et catalyseur comme un nouveau Pearl Harbor. Si on creuse, on va trouver des marchands d'armes, des financiers qui ont tout intérêt à créer des guerres. Mais leur but réel est la protection de l'État d'Israël, en semant le chaos dans le monde et aussi dans le monde musulman principalement. Donc le nom de ce groupe aurait dû être Project for the New Israeli Century, le projet pour le nouveau siècle israélien et pas américain. La stratégie du PNAC. Choisir George W. Bush comme candidat présidentiel, c'est une personnalité faible, ils pourront lui faire faire ce qu'ils veulent. Ils font le design et les attentats sont les grandes lignes, sont relativement bien prêts en 1999. En novembre 2000, ils arrivent à élire Bush à la présidence. Rappelez-vous les tricheries qui ont été utilisées. Et ensuite, les derniers préparatifs ont démarré. Il y a l'investiture de Bush le 20 janvier 2001. Et 5 jours après, il y a l'envoi du premier document interne au gouvernement américain qui parle de Al-Qaïda pour Al-Qaïda. En mars 2001, il y a des élections en Israël. Netanyahou cède sa place à Sharon qui devient Premier ministre. Il est plus franc-tireur pour exterminer les Palestiniens après les attentats du 11 du 9 à venir. Et surtout, il est déjà vieux. S'il est inculpé, la perte sera plus faible. Netanyahou prendra sa place. En fait, il n'a jamais été inculpé. Seule la justice divine a pu l'arrêter. Et donc, tout est en place pour accueillir les attentats. Mais il ne faut pas les exécuter immédiatement. Il faut attendre après les vacances, en début d'année scolaire, période où il est impossible d'organiser des manifestations de protestation, car tout le monde est occupé à inscrire ses enfants au cours, à l'école. Ainsi, toute protestation populaire est évitée. Durant l'année 2001,
un grand nombre d'agents israéliens entrent aux États-Unis. C'est le cercle d'espionnage israélien, Israeli Spying en anglais. Des agents du Mossad, des lieutenants de l'armée et même des étudiants d'art de l'université de Tel Aviv. Ils préparent les 5 à 6 000 explosifs autonomes à commande par GSM. Ils suivent et tuent les présumés terroristes arabes et récupèrent leurs documents d'identité. Les étudiants d'art, probablement d'art de théâtre, préparent les appels téléphoniques à venir avec les familles des passagers en utilisant le logiciel de changement de voix. 6 semaines avant les attentats, un ami de Benjamin Netanyahu, Larry Silverstein, que nous voyons ici, loue les tours jumelles pour 99 ans. Tous les accès aux bâtiments sont donc contrôlés par des sionistes. Ils ont libre accès à tout. Et la Port Authority de New York, New Jersey, qui est le propriétaire des tours, était dirigée par Lewis M. Eisenberg, un autre sioniste. Et Larry Silverstein a inclus dans son assurance une clause spéciale contre des attentats terroristes et a gagné 7 milliards de dollars, 2 fois 3,5 milliards de dollars. Le dernier jeudi avant les attentats, les chiens renifleurs d'explosifs qui surveillaient les entrées des tours sont retirés. Du jeudi au dimanche soir, les explosifs sont amenés dans les tours et installés aux endroits prédéfinis en passant par les cages d'ascenseur. Pour les étages hauts où il est nécessaire d'accéder aux bureaux, il est déclaré un block-out pour garantir que ces bureaux seront vides. Ces Israéliens dansants ont été vus en plein joie, occupés à faire des photos souvenirs avec la tour nord en feu derrière eux. C'est quelques minutes après le premier impact. Leur voiture contenait des traces d'explosifs. C'était une camionnette blanche appartenant à la société Urban Moving System, fondée en 1997 après l'ordre de Netanyahou. C'était une base d'opération du Mossad. Et donc ce groupe a participé à l'installation des explosifs dans les tours. C'est pour ça qu'ils savaient que le bâtiment allait s'effondrer. Le dimanche 9 septembre au soir, tous les tours sont prêts à être détruits. Les tours jumelles bien sûr. Et lundi 10 septembre est une journée de travail normale, ce qui nous amène au mardi matin où les avions entrent en jeu. Mais ce sont des avions modifiés. Ce sont des avions convertis en missiles Tomahawk, capables de se guider d'une manière autonome et de retrouver leur cible sur base de récepteurs GPS. Pour installer le système de contrôle du Tomahawk dans l'avion, la carte principale reste inchangée. La sonde d'altitude précise ici n'est pas toujours nécessaire. Elle sera nécessaire pour le Pentagone. Seuls les petits moteurs électriques ici qui doivent être remplacés par des plus grands. La conception de ces moteurs a été faite par David Kowalchin, un ingénieur mécanicien de Raytheon. Il a été passager du premier avion et il a été tué dans le premier impact. Avec ces équipements installés sans être activés, l'avion réagit normalement et peut décoller et atterrir comme d'habitude. Dès l'activation, le système de contrôle remplace les pilotes et l'avion se comporte comme un missile. Les pilotes sont gazés et meurent en 10 secondes. Donc nous allons voir comment ils ont réalisé ces attentats. À 7h59, il y a le décollage du premier avion à A11. À 8h13-29, le contrôleur Peter Zelewski donne un ordre non nécessaire de tourner de 20 degrés à droite. Peter Zelewski le justifie sur base de croisement avec un autre avion Delta Airlines 1149. Mais sans cette rotation, le croisement aurait été fait avec 2000 pieds d'écart d'altitude entre les deux avions, soit 2 fois plus que le minimum requis qui est de 1000 pieds. Donc ces ordres n'étaient pas nécessaires. 2 secondes après cet ordre, le pilote confirme la demande. Au moment de cette confirmation des pilotes, le système de contrôle du Tomahawk est activé. En fait, le bouton Enter de l'ordinateur qui communiquait avec le missile a été poussé. Donc immédiatement, un gaz incolore inodore est injecté dans l'avion par le système de ventilation et de pressurisation. Les pilotes sont tués en 10 secondes. On laisse un petit peu de réserve et 16 secondes après, le même contrôleur Peter Zelewski, à 8h13-31, donne un deuxième ordre pour monter à 35 000 pieds. Pas de réponse des pilotes. En réalité, cet ordre était là pour vérifier que les pilotes sont morts. Dans les 10 secondes, donc les 16 secondes, un peu de réserve pour s'en assurer. Et donc l'absence de réponse le confirme que les pilotes sont morts. L'avion est sous le contrôle de missiles et dans les secondes qui suivent, le gaz se propage à tout l'avion et tous les passagers sont tués dans leur siège. À 8h14, il y a le deuxième avion qui décolle. À 8h20, c'est le troisième avion qui décolle. Aux environs de 8h25, toutes les vérifications sont faites sur le premier avion AA11. Mais il manque un dernier réglage d'ajustement précis. Et en faisant la rotation de 90 degrés à l'avion, ils font des mesures et de là ils calculent les réglages précis nécessaires pour ces réglages. Donc aux environs de 8h30, l'avion est complètement prêt pour frapper la tour nord. L'équipe la suit jusqu'au tout près de la tour. À 8h42, l'avion vole à la bonne altitude et bonne direction. Il le laisse et débute le contrôle du deuxième avion qui dévie de sa route
à 8h42 ici. Et le dernier avion qui attendait sur le tarmac avec tous ses passagers est libéré pour décoller avant le premier impact, pour être sûr qu'il aura décollé. Et donc à 8h46, le premier avion frappe la tour nord. L'équipe qui était située dans la tour 7 qui s'effondrera l'après-midi. Et l'impact se passe exactement en face de l'équipe, et donc l'équipe contrôle, vérifie l'étage et la position horizontale de l'impact. En fait, tout est parfait. Et donc, comme les deux premiers avions sont identiques et que le premier était un impact parfait, exactement ce qu'il prévoyait, il donne immédiatement les ordres au deuxième avion et l'envoie vers la tour sud. Il vérifie qu'il tourne bien vers sa cible et le laisse aller. Et donc à 8h54, ils prennent le contrôle du troisième avion. Ils la font dévier vers le sud et lui font baisser son altitude pour qu'il disparaisse des radars. Vers 9h03, c'est l'impact du deuxième avion sur la tour sud. L'imprécision et la rotation maximale au dernier moment sont consistantes avec le système de guidage du Tomahawk. Le système a vu qu'il était en train de partir en dehors de sa cible. Il tourne au maximum pour rester sur sa cible. Vers 9h10, le troisième avion est crashé à basse vitesse dans les montagnes peu habitées de la Virginie occidentale. Et ils font décoller un Boeing 737 spécialement préparé pour cet usage avec une mesure d'altitude précise. Là, c'est un vrai missile complet, sans passagers, mais avec un bras d'atterrissage et un moteur de Boeing 757 pour être montré comme preuve. Il y a aussi à bord une boîte noire préenregistrée et une bombe qui explosera au moment de l'impact pour brouiller les pistes. 9h35, ce Boeing 737 est proche de sa cible. Il vole à la bonne altitude et bonne direction, il le laisse aller à sa cible et commence le contrôle du dernier avion. 9h35. Le Boeing 737 frappe le Pentagone à 9h38 et à 10h06, c'est le quatrième avion qui est crashé dans les montagnes proches de Pittsburgh. Ils sont aussi peu habités. Le contrôle par une seule équipe a créé une sorte de succession des détournements. Dans ce graphique, les barres rouges représentent les temps de vol en situation détournée des avions. Leur succession prouve ce contrôle par une seule équipe contrôlant un avion à la fois. Aucun rapport officiel ni aucun théoricien du complot ne parle de cette succession. En fait, ils refusent de parler de la vérité. Ils préfèrent créer beaucoup de confusion pour que personne n'y comprenne rien. Les dégâts sur la façade du Pentagone représentent bien un avion avec des ailes sous le fuselage, mais les dégâts sont plus petits. Le rapport officiel dit que les extrémités des ailes n'ont fait aucun dégât sur la façade. Cela s'explique par les impacts des moteurs avec un générateur diesel ici et un mur de ventilation au sol là. Ces impacts auraient cassé l'extrémité des ailes qui n'auraient fait aucun dégât sur la façade. En fait, tous les mensonges sont bons pour justifier l'injustifiable. La construction 3D à l'échelle de l'impact d'un Boeing 737-400 montre parfaitement que tout cela colle parfaitement à l'impact. Et ce sont des informations très fiables. Le trou d'entrée est sur la colonne 14 ici, et les dégâts de l'aile droite vont jusqu'à la colonne 20 là. L'aile gauche va jusqu'à la colonne 8. La forme et dimension et intensité des dégâts sont totalement consistantes avec l'avion Boeing 737 venant de la direction des poteaux d'éclairage extérieur qui ont été cassés et allant vers le trou de sortie. Nous arrivons aux démolitions des tours. Dans les étages supérieurs, ce sont les colonnes du noyau qui sont explosées. Ceux-ci sont les colonnes du noyau, mais aux étages inférieurs. Nous parlons des étages supérieurs, elles sont plus petites que celles visibles dans cette photo. Ces colonnes faisait la hauteur de 3 étages. Donc nous avons une explosion tous les 3 étages. Là nous voyons la succession de quelques images prises sur une vidéo. La première explosion se passe à 0h48 secondes et la deuxième explosion se passe à 0h50. Donc nous avons 2 secondes d'écart. Puis en 1 seconde jusqu'à 0h51 nous avons plusieurs explosions qui se succèdent. Donc ceci étaient les 2 dernières explosions des étages du noyau. Et donc, mais il faut encore le mesurer. Pour le mesurer, nous avons mis une construction 3D des 2 tours en face à la même échelle sur les tours, sur l'image des tours. Nous avons tracé la hauteur d'une explosion et de l'autre explosion. Et en agrandissant cette zone, nous avons l'écart entre 2 explosions et nous avons bien les 36 pieds d'écart qui correspond à 3 étages. Ici, nous avons en fait ces colonnes de noyau changent de forme. Elles passent de forme tubulaire dans les étages inférieurs à la forme en H dans les étages supérieurs. Et cette image vient du rapport officiel de FEMA. On peut voir que la colonne H qui était déposée, qui était soudée ici, a été poussée vers la droite par une explosion qui se passe là, à cet endroit-là. Et
et qui pose donc la colonne vers la droite. Et les dégâts, les déchirures des soudures, etc., tout ça est parfaitement consistant avec ce déplacement horizontal. Dans les étages plus bas, les colonnes du noyau sont beaucoup plus grosses et contiennent des contreventements, donc impossible de les exploser. Et il faudra des explosifs énormes. Donc dans le reste du bâtiment, ce sont les supports des planchers des étages qui ont été explosés, cette poutre en forme U, et aussi les contreventements qui renforçaient les colonnes du noyau ont été aussi explosés pour affaiblir les colonnes du noyau. C'est pour cela que les explosions ont été beaucoup plus rapprochées qu'au-dessus. Nous avons la poutre en U qui se trouve ici, et nous avons la colonne du noyau qui est là, et il y a une soudure de cette poutre contre la colonne du noyau. Et donc l'explosif était placé juste entre les deux, et ces explosifs étaient si cachés que les bruits ont été fortement réduits avant d'atteindre l'extérieur. Les dégâts sur ces poutres qui sont visibles dans ces images sont tout à fait consistantes avec les explosions qui les déchirent en fait. Donc l'explosion se passant ici, il pousse la poutre et le siège qui est là contre le béton. Ici nous avons du béton en fait. Et donc ces écrasements qu'on voit ici, c'est dû à l'explosion de bombes qui poussent la poutre vers le béton, qui écrase ces supports contre le béton. Avec tous les explosifs, les colonnes de noyau restent debout, car les grosses colonnes ne sont pas explosées. Donc pour garantir qu'elles vont s'effondrer, sur quelques étages inférieurs, de gros explosifs sont utilisés pour déchirer les soudures des jonctions de ces poutres. Et là, nous sommes à peu près à la taille des colonnes qui doivent être explosées. Donc ce sont de grosses explosions. Mais à ce moment-là, partout est en plein de poussière et tout le monde est en train de courir dans tous les sens. Donc les grosses explosions qui vont apparaître ne seront pas entendues par les personnes dans le voisinage. Voici quelques images successives de l'effondrement de la tour sud qui sont faites par un certain Aman Zafar. On y voit très clairement, donc première image, première explosion, le début de l'effondrement de la tour sud, puis les explosions progressent vers le bas et puis nous voyons le noyau reste debout et ensuite il s'effondre aussi. Et donc, c'est bien consistant avec tout cela. Donc, pour cacher cette situation, le rapport de NIST néglige les colonnes du noyau. Il représente la structure comme l'image à gauche, c'est-à-dire les colonnes extérieures et intérieures de même dimension, de même forme, aucune différence. Alors que la réalité est celle de l'image de droite. Les colonnes de noyau sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus robustes, et en fait, ils sont la structure principale de la tour. Voici une image de construction de tour de 30 étages avec un noyau en béton armé coulé sur place et extrêmement solide. De plus en plus, les noyaux se font en béton parce que c'est plus facile à produire. On amène des petits fers et on coule le béton. Et pas besoin de manipuler de grosses colonnes en fer et de devoir les souder sur place, etc. Et donc ici, dans cette image, on voit que les colonnes extérieures, ils sont très petits et ils ne supportent absolument pas de force latérale. Par contre, le rapport de NIST ose dire vraiment l'inverse. Il dit que les colonnes extérieures résistent aux forces latérales et pas le noyau. C'est une grosse mensonge du rapport de NIST que aucun rapport officiel ni théoricien du complot ne veut en parler. Et voici les colonnes du noyau. Ces colonnes de noyau sont les seules qui sont restées debout. Ils ont sauvé une vingtaine de personnes en dessous d'elles ici. Après la chute de tous les tours, on a retrouvé une vingtaine de personnes vivantes. La section de ces colonnes au centre de l'image est de 1320 mm par 560 mm et il est massif, plein à 88%. Ces colonnes se sont effondrées quand il n'y avait plus de charge sur eux. Le 13 septembre 2001, soit 2 jours après les attentats, un professeur nommé Zdeněk Bazant publie un rapport mensonger justifiant l'effondrement des tours par le flambage des colonnes extérieures et sans tenir compte des colonnes de noyau. Ce monsieur a couru un peu trop vite pour tromper le monde. Pour pouvoir publier un rapport en 2 jours, il fallait avoir participé à la conception de la démolition des tours, qui inclut aussi la manière de l'expliquer par des moyens scientifiques. Donc ce rapport était déjà prêt au moment du design de la démolition, c'est-à-dire des années avant. Monsieur Bazant est d'origine juive, il vient de la Tchéquie, donc dans l'Europe de l'Est. Donc il est très probablement descendant des partisans de Jacob Frank 1726-1791, qui est un des pères du sionisme. Et le premier père du sionisme est Sabbatai Tzvi 1626-1676. Je vous invite à voir l'histoire de ces personnes. Merci de votre écoute et pensez à partager cette vidéo le plus possible pour exiger que justice soit faite.